J'espère que vous m'entendez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Je pense pas qu'on va être super nombreux, donc là, c'est pour ça qu'on est une dizaine. Je me dis que c'est bien pour commencer. Même si je n'en doute pas, et on a la chance d'avoir Dirkona avec nous, même si je n'en doute pas que le live se tiendra très bien, puisque là, on est vraiment dans un truc qui ne va pas être divertissant du tout. Ça va juste surtout être pour répondre à vos questions et puis présenter un petit peu certains points qui pourraient être obscurs. J'aurai la main lourde sur la modération si jamais il y a des problèmes. Donc voilà, faisons en sorte que tout ça se passe très bien. J'ai prévu des choses pas très originales, puisqu'on va simplement faire un petit récapitulatif de l'épreuve, voir un peu comment gérer son stress avant, pendant, et puis répondre à la grave question, est-ce qu'il faut réviser au dernier moment, à savoir pour ceux qui passent demain, aujourd'hui. Je ne vous spoile pas, même si j'ai un peu spoilé. Donc pour ça, je vais utiliser quelques documents, qui sont les documents qu'on nous distribue en général, nous en tant que jury, au moment des réunions d'entente. Donc c'est vraiment des documents officiels, enfin c'est les consignes officielles quoi. Donc vous pouvez tenir ça pour vrai. Déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est que les années précédentes, on disait qu'il fallait que le candidat ait deux descriptifs. Voilà, donc vous arriviez avec deux descriptifs. L'examinateur en avait un, du coup ça faisait trois descriptifs en tout. On n'a jamais trop compris pourquoi il y avait eu cette règle-là, et du coup elle a été enlevée là, cette année, donc il n'y a pas besoin d'avoir de descriptif. Voilà pour déjà pour la première chose. Et donc le premier document qu'on va regarder, c'est celui-là. Alors, non, c'est pas celui-là, pardon. C'est pas celui-là non plus. Ah oui, voilà. C'est celui-là, mais voilà, ici. Donc, c'est un document qui vous montre, euh, voilà, qui est le document officiel. Je vous remonte un peu en haut. Voilà, c'est le document officiel ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, baccalauréat général et technologique. Donc, c'est des éléments qui datent de 2020, mais comme les règles n'ont pas changé officiellement, ça reste les mêmes. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, donc là, vous avez eu l'épreuve écrite, ce qui va nous intéresser, c'est cette épreuve orale. Et donc, ça va nous permettre de récapituler un petit peu ce que vous devez retenir. Donc, ce que vous savez tous et toutes déjà, c'est que ça va durer 20 minutes de enfin 20 minutes de passage avec une préparation de 30 minutes, le même coefficient que vous soyez en général ou en technologique. Et quelque chose qui est important, qui peut vous paraître pas très pertinent, un peu des effets de langue qu'on utilise comme ça dans les ministères. Mais je vais vous lire simplement ce qui est marqué au début. L'épreuve orale permet d'apprécier la qualité de l'expression orale du candidat, ainsi que sa capacité à développer un propos et à dialoguer avec l'examinateur. Il évalue ses connaissances et son aptitude à les mobiliser dans deux temps successifs de l'épreuve, à la fois pour faire la preuve de ses compétences de lecture, d'analyse et d'interprétation des textes et des œuvres, et pour exprimer une sensibilité et une culture personnelle. Ce que ça nous dit ici, déjà, c'est que c'est une épreuve orale, c'est-à-dire que vous devez faire ressortir vos qualités orales. Apprendre par cœur un texte pour le débiter, c'est pas une manière de briller à l'oral. Ce qu'on attend de vous à l'oral, c'est que vous soyez capable d'être naturel. Donc, arrêtez d'essayer d'apprendre, de retenir par cœur. De toute façon, si vous en êtes à ce stade-là, vous n'êtes pas censé retenir par cœur. Et en tant que jury, il n'y a rien de pire que d'avoir à entendre un oral où on a l'impression que la personne ne nous regarde pas, où elle ne nous dit pas les choses, et elle est simplement en train de se souvenir de son texte. Donc, vraiment, faites en sorte que ce soit naturel. Et c'est normal, à l'oral, de buter sur certains mots, de se reprendre, d'avoir à corriger certains points qu'on a pu dire. Donc vraiment, soyez dans cette dynamique-là, de vous dire, je suis à l'oral, et donc on n'attend pas de moi quelque chose de parfait. Vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, vous ne faites pas des choses parfaitement. Donc c'est vraiment ce qu'on attend de vous, que vous soyez simplement dans une démarche orale. Vous voyez qu'il y a marqué sa capacité à développer un propos, à dialoguer avec l'examinateur. Donc ça, pareil, j'aurai l'occasion de revenir, mais sur l'entretien, c'est aussi quelque chose d'important.
L'épreuve laisse une large place aux propositions de l'élève et évalue son aptitude à les présenter, à les justifier et à en expliquer la pertinence. Autre chose que ce passage-là nous dit, c'est que vous êtes dans une démarche, je vais le mettre justement, voilà, ici. Vous êtes dans une démarche de justification de vos capacités. On ne s'attend pas à avoir une analyse parfaite des œuvres. Sinon, on ne le demanderait pas à des élèves pour qui c'est pas la spécialité. On demande des choses de spécialistes à des spécialistes. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez capable de bien dire ce que vous avez compris. Et on en revient toujours à la phrase de Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Si vous dites des choses que vous avez bien comprises, vous n'aurez aucun problème à bien les expliquer. Ok? Donc n'essayez pas d'être, j'allais dire meilleur que vous n'êtes. Non, il ne s'agit même pas que ce soit meilleur que vous n'êtes. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous. En fait, ça c'est vraiment le fond de cet exercice-là. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez vous. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un qui a appris par cœur un texte, n'essayez pas d'être quelqu'un de complètement différent, soyez vous avec vos analyses, avec vos capacités, et c'est ça qui va être intéressant. Exactement, Graciani. Les analyses peuvent être plus personnelles et appellent à une compréhension personnelle et à notre capacité à nous exprimer. C'est ça qu'il y a dans le fond. Alors après, je sais bien qu'à ce stade-là, si vous n'avez pas bossé les textes, vous êtes tenté de retenir par cœur des problématiques, etc. Mais le problème qu'il peut y avoir derrière ça, c'est que, admettons que vous avez retenu la problématique qu'on a faite nous en cours, ou alors que j'ai mise sur le corrigé et que vous l'avez pas bien comprise et que vous la dites, et que votre analyse derrière, elle a rien à voir avec ce que vous avez mis comme problématique, bah ça va paraître pas cohérent. Et on va voir que sur le barème, ça va être quelque chose d'important puisque j'ai réussi à vous trouver un barème d'ailleurs grâce à Dircona. Alors, on continue un peu. L'épreuve orale est composée de 2 parties qui s'enchaînent, sont précédées d'un temps de préparation de 30 minutes. Ça, normalement, vous êtes au courant. Le temps consacré à accueillir le candidat et à remplir la fiche d'évaluation, environ 10 minutes, n'empiète ni sur le temps de préparation, ni sur la durée de l'épreuve elle-même. Ça peut paraître un détail, mais je sais qu'il y en a que ça stresse, et chaque année, il y en a qui commencent à paniquer. Avant qu'on vous ait donné votre sujet, et qu'on vous dit, vous êtes invité à vous préparer, normalement, on vous annonce d'ailleurs que vous avez 30 minutes. Le temps qu'il y a avant, c'est pas un temps de préparation. Donc vous n'avez pas besoin de stresser au moment de sortir vos affaires, votre descriptif, de faire le plus vite possible. Posez-vous, respirez bien et tout va bien se passer. Donc, pour ce qui est du récapitulatif, l'épreuve se fonde sur le récapitulatif des œuvres et des textes. Donc ça, il n'y a pas de mystère là-dessus. Il est établi par l'enseignant, donc ne l'oubliez pas. Pour les premières que j'ai, si jamais il y a eu une perte, je vous l'ai mis sur le drive, donc vous pouvez tout réimprimer. Donc vous devez avoir tous vos textes. Le récapitulatif comporte la partie personnelle indiquant l'œuvre choisie. Donc ça, c'est la partie entretien, on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, il doit porter le cachet de l'établissement, mais ça, pareil, c'est bien le cas. Ensuite, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Alors, avant ça, on va peut-être simplement parler un petit peu de votre temps de préparation. Votre temps de préparation, il dure 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, il y a quelque chose que vous ne faites pas, c'est préparer votre entretien. Ça, normalement, vous l'avez déjà en tête, c'est une œuvre que vous connaissez, donc vous n'avez pas à vous poser de questions là-dessus. Donc, ce que vous allez faire, on reviendra sur la question de la nervosité, justement. Je remets simplement au niveau du programme. Voilà, on reviendra sur la question du stress dans la deuxième partie. Donc, sur cette question-là de la préparation, vous avez donc 30 minutes. Pendant ces 30 minutes-là, vous allez devoir préparer surtout votre analyse linéaire, ok, et votre question de grammaire. Mais vous ne préparez pas la deuxième partie que vous connaissez déjà normalement. Donc, première partie de l'épreuve, 12 minutes. Pourquoi 12 minutes? Parce que ça comprend votre oral et votre question de grammaire. Cette partie se déroule de la manière suivante. Après avoir accueilli le candidat, l'examinateur lui indique le texte et le passage du texte retenu, avec une éventuelle sélection du passage à expliquer si le texte excède le format d'une 20aine de lignes de prose continue. Alors, ça, je vous le dis parce que ça peut en surprendre. Normalement, les textes que je vous ai mis, ils sont aux alentours d'entre 20 et 30, et là, il y a marqué une 20aine de lignes, donc
les textes que je vous ai mis, moi, normalement, sont au bon gabarit. Mais si jamais ça devait être trop long, alors peut-être le seul texte qui pourrait être trop long, ce serait les tirades de Perdiccas, et encore. Si jamais le texte est trop long, votre examinateur peut vous dire que vous allez préparer de la ligne 1 à la ligne 20 au lieu de, j'en sais rien, 30. Dans ces cas-là, vous ne paniquez pas, mais par contre, vous ne dites pas des choses qui sont dans la deuxième partie. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, c'est aussi pour ça que si votre problématique, vous avez tout appris par cœur, bah, vous allez vous retrouver un peu en difficulté. Donc, soyez encore capable d'être des êtres intelligents. Vous n'êtes pas des robots qui répétaient des choses. Vous êtes des êtres intelligents qui font face à un texte et qui sont capables de l'expliquer. Et donc ensuite, la question de grammaire posée. Alors, Elias demande, du coup, pour nos mouvements et tout, ça va tout modifier. Alors, en général, quand même, quand on vous enlève une partie, c'est une petite partie, ou alors c'est un mouvement. Mais si, par exemple, vous avez un texte qui est, en général, si le texte est long, en général, c'est en 3 mouvements, et ben dans ces cas-là, ça va vous retirer à peu près un mouvement. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de l'imprévu. Et on va revenir sur la question du stress après. Alors, ce qui est très important, là, vous voyez qu'il y a 3 points. Le candidat, à l'issue de sa préparation, propose une lecture à voix haute juste, pertinente et expressive. Je rappelle que cette partie-là est sur 2 points. Donc, on n'hésite pas à bien mettre ces choses-là de côté. Et après avoir situé brièvement dans l'œuvre ou le parcours associé, ça nous dit que ça voudrait dire qu'il faudrait faire la lecture. Moi, je vous conseille souvent de la faire après les enjeux ou après votre présentation. C'est aussi tout à fait accepté que vous la fassiez au tout début si vous avez peur de l'oublier. Ok ? Donc, voilà. Simplement, là, je vois dans le chat, c'est très rare qu'ils vous enlèvent une partie, et surtout dans les textes que je vous ai proposés, vous voyez que les 3/4 de ce que je vous ai mis, les 3/4 des textes, ils ont déjà été donnés l'année dernière, et il n'y en a aucun qui a été coupé. Donc c'est vraiment un cas exceptionnel, ça peut arriver, mais voilà, vous ne mettez pas trop de stress par rapport à ça. Sachez juste que ça peut arriver, donc soyez pas surpris. Donc, sur la question de la lecture, elle est notée sur 2 points. Si vous êtes nul en grammaire, très concrètement, c'est là-dessus qu'il va falloir miser. Ok ? Donc, ça, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, le candidat propose une explication linéaire d'un passage d'une vingtaine de lignes. Cette partie est notée sur 8 points. Et le candidat répond à la question de grammaire posée au moment du tirage. Cette partie est notée sur 2 points. Donc, question de grammaire, 2 points. Explication linéaire, 8 points. Et lecture expressive, 2 points. Ça veut donc dire que si vous êtes nul en grammaire, vraiment, vous misez tout sur la lecture expressive. Et c'est surtout que votre analyse linéaire, si elle est moyenne, ça veut dire que vous allez être aux alentours de 3-4. Ça veut donc dire que si vous avez fait un bon travail, un travail même OK, vous allez avoir 4 plus 2. Ça veut dire que vous êtes à 6 sur 12. Sachant qu'au moment de l'entretien, vous allez récupérer des points aussi. Donc, vraiment, ne négligez pas cette partie-là. Je réponds simplement aux questions. Ça passe de faire la lecture entre la présentation générale de l'œuvre et la présentation du texte spécifique. Oui, là vous voyez que ici ce qui a marqué c'est la lecture à voix haute du texte choisi par l'examinateur après l'avoir situé brièvement dans l'œuvre ou le parcours associé. Donc voilà, c'est peut-être mieux de faire la lecture après la présentation du texte, puisqu'on sait de quoi on parle. Ok ? Voilà pour ça. Donc ça, c'est sur la première partie. On reviendra peut-être un peu dans le détail après, mais là, c'est vraiment sur un premier aperçu. Seconde partie de l'épreuve. Donc là, on part sur un point de vue où si vous faites les choses moyennement, vous êtes à peu près à 6 sur 12. Okay. Seconde partie de l'épreuve, présentation de l'œuvre choisie par le candidat, parmi celles qui ont été étudiées en classe, etc. Donc ça, c'est votre œuvre personnelle. Ça dure 8 minutes et on va voir ce qu'on dit exactement dans le détail. Cette partie de l'épreuve notée sur 8 points évalue l'expression orale en réclamant du candidat une implication personnelle dans sa manière de rendre compte et de faire partager une réflexion sur ses expériences de lecture. Alors là, vraiment, ça, c'est primordial. J'ai déjà eu l'occasion de le dire pendant l'année, mais cette partie-là, elle est vraiment là pour vous faire parler d'une œuvre. Et j'insiste sur le fait de parler d'une œuvre. Il ne s'agit pas de présenter une œuvre. Là, encore une fois, je vais parler de mémoire de jury. C'est pas rare que vous ayez, par exemple, l'année dernière, j'avais 4-5 élèves qui sont passés à la suite sur L'étranger de Camus.
Donc, vous voyez bien que dans cette perspective-là, si vous arrivez tous en me disant les généralités sur Camus, l'année d'écriture, de quoi ça parle, etc., bah, ça m'intéresse pas beaucoup, puisque je vais l'avoir en 5 exemplaires. Ce qui va faire la différence, ce qui va m'intéresser, ce qui va donc faire la singularité de votre oral par rapport aux autres, ça va pas être des informations en plus sur le livre, ça va être votre implication personnelle avec le livre. Vous voyez entre une histoire qui est arrivée 1000 fois, bah, un truc tout bête, hein, si vous prenez n'importe quelle histoire d'amour, bah, une histoire d'amour, bah, c'est en général souvent la même. Ce qui va faire qu'on va s'intéresser à cette histoire-là en particulier, c'est qu'on va être attaché au personnage. Et ben voilà, faites en sorte d'être en gros le personnage principal de votre oral. Et donc, c'est votre relation à cette lecture-là qui va être intéressante. Ça va pas être les informations que vous allez apporter. C'est pourquoi les informations que vous allez apporter, elles vont arriver dans le cadre des relances de l'examinateur. Et c'est pour ça qu'on vient à la deuxième partie. À la première partie, pardon, le candidat présente brièvement l'œuvre qu'il a retenue et expose les raisons de son choix. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 éléments qu'il faut mettre en avant. La première, c'est présentation brève de l'œuvre, ok, et raisons pour lesquelles vous l'avez choisi. Très concrètement, c'est ce livre a été écrit en telle année, par telle personne, etc., et parle de tel sujet, et j'ai choisi de vous en parler parce que. Évidemment, selon les personnes, ça peut un peu changer, mais surtout, ce que vous devez retenir, c'est que ça dure 1 à 2 minutes. Alors, on nous a même dit jusqu'à 3 minutes, mais grand maximum 3 minutes. Vous n'êtes pas là pour raconter le livre et pour vous approprier la parole, puisque le but, comme on l'a vu plus haut, c'est de rendre compte et de faire partager une réflexion sur ses expériences de lecture. Autrement dit, d'être capable d'en parler. Ça veut donc dire que ce qu'on cherche à voir chez vous, c'est votre capacité à dialoguer, à nuancer, à étoffer sa réflexion, à défendre son point de vue de base sur la connaissance de l'œuvre. Donc, vous voyez bien que dans ce domaine-là, ce qui va importer, ça va vraiment être la capacité à parler de ces choses-là. D'accord ? Donc, surtout, vous n'êtes pas dans une perspective exhaustive de tout dire. Vous ne pouvez pas tout dire. D'accord ? Je réponds simplement à une relance de Dircona. Pour revenir sur un truc, c'est très rare qu'on vous coupe le texte à analyser. Récemment, un élève est passé sur un texte très long. Quand 80 lignes, on l'a coupé dans sa lecture, mais l'analyse devait bien porter sur tout le texte. Ok. Donc vous voyez que ça n'arrive pas, et même quand ça arrive, il y a toujours des adaptations. Si on fait 1 minute 30 la présentation et 1 minute 30 on justifie, oui, c'est bon. Mais même 1 minute 30 de présentation simplement du texte où tu as juste à dire de quoi ça parle et qui l'a écrit, ça me paraît déjà beaucoup. Mais dans le cadre de 3 minutes, c'est bon. Alors surtout, et ça je vous le dis parce que ça dépend des examinateurs. Il y a des examinateurs qui peuvent vous couper. Si par exemple vous êtes en train de parler, vous êtes en train de partir sur une analyse en disant ça parle, j'en sais rien, des relations sociales, etc., et que vous êtes en train de dérouler une analyse, on peut vous couper la parole pour vous poser des questions. Mais parfois, ça arrive que vous êtes tellement en train de parler et que vous coupez jamais vos phrases qu'on n'arrive même pas à vous interrompre pour vous poser une question. Et c'est ce qui fait qu'en fait, parfois sur des entretiens, eh ben, vous n'avez même pas eu d'interaction. Donc, le jury, parfois, ne vous coupe pas. Mais s'il ne vous coupe pas, ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous ne lui avez pas laissé la place. C'est comme si vous aviez un dialogue avec quelqu'un, une conversation avec quelqu'un et que vous parlez tout le temps. D'une part, c'est pas très respectueux, et d'autre part, vous pouvez même pas savoir ce que l'autre pense. Vous êtes censé vous appuyer sur les questions de votre jury pour répondre de manière pertinente. Alors, on verra sur les temps un peu après pour répondre aux questions. Pendant l'entretien, oui, effectivement, dire qu'on a raison. Pendant l'entretien, vous êtes le main caractère du texte que vous présentez. C'est votre rapport à l'œuvre qui nous intéresse, pas juste l'œuvre. En fait, pour le coup, alors, je sais que c'est pas ce que vous avez forcément l'habitude d'entendre. Ce qui nous intéresse à l'oral du bac, c'est vous. Alors, c'est vous à travers le français, mais c'est vous. Donc, ne soyez pas dans une démarche scolaire. En fait, c'est bizarre, hein. On vous a demandé toute votre scolarité d'être scolaire, et là, on vous demande de pas être scolaire. Mais voyez ça comme une chance. Donc, ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, et de mémoire de l'année dernière, d'avoir fait passer des oraux où c'était quelqu'un qui me récitait son truc,
il y a rien de plus fatigant et surtout, là, vous voyez, il fait déjà chaud, il va faire chaud pendant vos oraux. Si vous avez moyen de faire en sorte que votre jury se dise: «Ah tiens, je suis face à un être humain et pas face à, pas face à une machine qui me débite un truc que j'ai entendu 15 fois», c'est vraiment un cadeau que vous allez lui faire et je peux vous assurer qu'on vous remercie pour ça. Non, vous n'avez pas la note à la fin de l'épreuve. Votre note, vous l'aurez le 10 juillet, il me semble. Non, non, vous n'avez pas de note à la fin de l'épreuve. Ça, on a interdiction de vous dire, et même parfois, même pour des raisons de sécurité, il ne faudrait pas le dire. Donc, point aussi très important qu'on a ici, mais que, pareil, vous ne découvrez pas, qu'on a eu l'occasion de dire pendant l'année, l'examinateur ne revient pas sur la première partie de l'épreuve. Ça veut dire que si vous vous êtes planté, ben, on va dire que c'est à la fois bien et pas bien, parce que si vous êtes planté, vous n'avez pas l'occasion de vous rendre compte que vous êtes planté. Ça, on va dire, c'est la mauvaise chose. Vous n'avez pas la possibilité de vous rattraper, mais au moins, vous ne pouvez pas vous tromper si jamais vous avez fait une bonne analyse et que vous ne savez pas trop bien l'expliquer. Ben, au moins, on ne va pas vous poser trop de questions. Mais voilà. Si votre... Enfin, techniquement, vous pourriez presque faire une réclamation si jamais votre examinateur vous posait des questions sur votre première partie. Ça, on n'a vraiment pas le droit. C'est vraiment quelque chose d'interdit. Donc, pour la notation, vous voyez la notation, après la prestation du candidat, l'examinateur porte sur la fiche d'évaluation pour chaque partie de l'épreuve ses appréciations, ainsi que le nombre de points attribués à la première et la deuxième partie. Il signe la fiche, seule la note globale sur 20 est reportée sur le bordereau. Alors, voyons voir maintenant ce qu'on attend de vous dans le barème. Pour la question de la lecture, on attend de vous déjà une lecture correcte et expressive d'un texte déjà connu. Donc, déjà connu, ça veut dire que si vous n'avez pas travaillé au moins la lecture des textes, dès le début, on va savoir que c'est mal parti pour vous. Si vous butez sur des mots un peu bizarres, un peu spécifiques, alors que vous êtes censé les avoir travaillés et savoir comment ça se prononce, ça fait mauvais genre. Donc, travaillez vos expressions, faites en sorte que on n'ait pas l'impression que vous êtes en train de découvrir votre texte le jour J. Okay. Et ce qu'on analyse plus précisément, c'est votre capacité à faire entendre sa voix. Donc, vous ne parlez pas pour vous, vous projetez votre voix. Ok, vraiment, vous... À la limite, quelque chose qui peut être pas mal, c'est que vous tenez le texte devant vous. Comme ça, votre voix, elle va directement porter. Vous voyez. Alors que si vous vous penchez sur votre feuille, on va moins bien entendre. Ok. Donc, pensez bien à ça. Et votre capacité, du coup, à adresser sa lecture et à faire preuve dans sa lecture d'une intention du sens. Donc, en fait, techniquement, si je vous parle un peu de l'esprit de cette partie-là, votre lecture, elle montre déjà que vous avez compris le texte. Elle montre que vous avez compris le texte et que vous êtes déjà en train de l'interpréter. J'en sais rien, mais par exemple, vous voyez sur le Dormeur du Val, si vous vous retrouvez à la fin du Dormeur du Val à prendre un ton plus doux, à ralentir un peu le rythme, et que vous faites tomber « il a 2 trous rouges au côté droit », et tout de suite, ça donne l'impression que vous avez vraiment compris le texte en profondeur. Ok. Ensuite, donc ça, c'est vraiment pour la lecture, c'est pour avoir les 2 points. Pour l'explication, ce qu'on attend de vous, c'est une bonne compréhension littérale du texte, c'est-à-dire vous ne faites pas de contresens sur le texte. Vous me dites pas que, en fait, dans le Dormeur du Val, il s'agit... j'en sais rien. En fait, il est pas mort, mais il est juste en train de dormir. Là, c'est que vous avez mal compris le texte. Ok. Ensuite, donc ça, c'est quelque chose qui est évalué. Déjà, si vous avez bien compris le texte, voilà. Ensuite, ce qu'on attend de vous, c'est l'analyse pertinente au service d'une interprétation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la paraphrase, c'est dehors. Vous n'êtes pas en train de faire de la paraphrase. Vous prenez à chaque fois le temps de dire à quoi est-ce que ça correspond. Si vous dites, à un moment, si vous dites à cet endroit-là, on voit qu'il y a une comparaison, vous vous arrêtez sur la comparaison, vous dites ça compare ça, et ça sert à montrer ça. Vous ne faites pas un débit des figures de style. Ici, on a une comparaison, là, on a une anaphore, là, on a une polyptote. On s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est que vous disiez à quoi ça sert. Donc vraiment, à chaque fois, il faut que votre procédé il serve à montrer à quoi ça sert.
Ensuite, mobilisation des savoirs linguistiques et littéraires nécessaires à l'analyse de texte. Bon, bah là, ça va être typiquement sur la question des figures de style, sur la question, vous commentez la ponctuation, vous commentez l'organisation du texte, les rimes, les paragraphes, etc. C'est le fait de pas juste dire ça parle de ça, 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 ça et ça. C'est que vous êtes en train de vraiment parler des éléments textuels qu'on a pu voir pendant l'année, que vous avez vu pendant l'année. Et enfin, référence précise au texte étudié. Vous citez la ligne et vous avancez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de citer la ligne à chaque fois quand vous êtes dans une analyse linéaire. Vous pouvez très bien dire à la ligne 4, on voit ça, puis à la ligne suivante, on découvre ça, le paragraphe suivant montre que, etc. Ok. Donc, ce qui va être évalué là-dedans, ça va être votre qualité de l'expression orale, qualité de l'expression et du niveau de langue orale. Alors là, pareil, je me dois de vous dire que vous pouvez tomber sur des examinateurs qui sont d'un certain âge ou alors avec certaines attentes et qui vont être capables de sanctionner si vous ne faites pas l'effort de bien en parler. C'est-à-dire que, notamment si vous faites ce qu'on appelle l'affrication, quand on dit elle lui a dit, quand il y a ce petit J là qui vient se glisser entre le D et le I, elle lui a dit ça, et bien ça c'est une affrication et c'est un marqueur social. Alors ça ne devrait pas intervenir en ligne de compte, hein, mais j'ai déjà entendu des examinateurs dire qu'ils sanctionnaient ce qu'ils appelaient l'accent Welsh. Donc c'est vous dire parfois les examinateurs sur lesquels vous pouvez tomber. Évidemment la majorité d'entre eux ne sont pas comme ça. En revanche, ça peut arriver. Donc tout ce que vous pouvez faire, vous, dans ce cas-là, c'est de vous dire je fais attention au maximum. Après, il ne faut pas que ça vienne à ne plus être oral. Vous n'êtes pas obligé de, par exemple, aller dire je ne pense pas que. Vous pouvez dire je pense que, etc. Ça reste un niveau de langue courant. Mais vous êtes dans le courant. Vous partez pas sur des mots vulgaires ou familiers. Ok. Essayez de vous tenir à ça. Donc, faites attention à votre qualité d'expression au niveau de langue. Ne soyez pas trop familier, notamment pendant l'entretien. On peut être tenté d'être un peu plus familier parce qu'on pose des questions. Voilà. Faites attention à ça. Ensuite, qualité de communication, de précision et de clarté dans le propos. Alors, ça va peut-être être l'occasion de préciser certains points au niveau de votre capacité à bien parler à l'oral. On va se poser déjà une règle très simple. Quand vous ne savez pas quoi dire, en général, vous dites « e ». Et ce « e », il sert à quoi? Il sert à vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous allez dire. Et donc maintenant, on fait un calcul très simple. Est-ce qu'il vaut mieux, pendant ce temps où vous ne dites rien, où vous n'avez rien à dire « e » ou alors ne rien dire? Je vais vous dire, la réponse, elle est très simple, c'est ne rien dire. Il vaut mieux un silence qui permet une phrase bien construite derrière, plutôt qu'un « e » avec une phrase bien construite derrière. D'accord? Donc, il faut vraiment vous dire que vous cherchez... il ne faut pas avoir peur du silence. Vraiment, n'ayez pas peur du silence. Un silence, si derrière la phrase, elle est bien, bah, on ne vous le reprochera pas. Ça montre bien que vous avez simplement pris le temps de réfléchir et que, au contraire, votre parole, elle est précieuse. Par contre, si vous passez votre temps à dire bah là, on voit que, en fait, et puis il y a ça, et cette comparaison montre que vous avez fait des pour rien. C'est en trop. Tout simplement en trop. Alors évidemment, on ne peut pas tout maîtriser et parfois le stress fait faire des choses. Mais déjà, si vous acceptez de vous taire quand vous avez votre phrase qui n'est pas prête, bah, ça va faire que toutes les phrases que vous allez dire vont être des phrases bien étudiées et bien cadrées. Ok? Donc faites bien attention à ça. Je continue avec la question de grammaire. Alors là, pareil, sur 2 points. Mobilisation des savoirs linguistiques pertinents et l'analyse faisant la question. Là, ici, c'est très simple. Vous allez avoir des questions qui vont porter sur, en général, soit la syntaxe, soit ce que vous avez vu en année de première. Ça se trouve, vous n'allez rien comprendre à la phrase. Je vous prends un exemple tout simple. Analyser la négation et transformer cette phrase en phrase affirmative. Cette question-là, si vous ne savez pas quoi répondre, faites, on va dire, presque de la paraphrase, dans le sens où vous allez décrire votre phrase. Vous allez dire, bah, cette phrase, elle est composée de
du sujet temps, du verbe temps et du complément temps. Et derrière, si vous avez des petits restes de négation, vous allez dire bah, la négation elle est exprimée, tiens il vous manque le mot adverbe, bah, vous allez dire par des mots de négation, ça passe, ça montre que vous avez repéré des mots. Et ensuite on va souvent vous demander une transformation, transformer une phrase négative en phrase affirmative, transformer une interrogation directe en interrogation indirecte. Et ben ça, en soi, vous êtes capable de tenter un truc. Si ça marche pas, faites-le. Ah oui, alors sur la question de la négation totale ou partielle, ça aussi, en fait, comment dire? Sur la négation, les grammairiens eux-mêmes ne sont pas complètement d'accord sur la portée de la négation. Donc si vous montrez que vous êtes capable de réfléchir sur la langue, de dire je ne suis pas sûr, c'est une négation totale parce que, ou alors je ne suis pas sûr, c'est une négation partielle parce que vous êtes capable de le démontrer, c'est ça qu'on va analyser en fait. On n'est pas là pour que vous régliez des questions de grammairien. On est là pour que vous montriez que vous êtes capable de jouer avec la langue, de vous en servir. Donc, moi, l'interprétation que j'avais faite sur je suis pas sûr, c'est simplement que je ne suis pas quoi sûr. Moi, j'y vois plutôt une négation totale, puisque ça vient inverser l'énoncé je suis sûr. Voilà. Mais après, c'est vraiment vous qui décidez, quoi. Donc, une fois que vous avez vu ces choses-là, vous voyez que ce qu'on regarde, c'est votre capacité à mobiliser un lexique grammatical pertinent. Donc, est-ce que vous allez utiliser les mots d'adverbe? Est-ce que vous allez utiliser les mots enfin voilà, est-ce que vous allez parler de la syntaxe? Est-ce que vous allez parler Ah oui, alors pardon, juste sur le il n'y a pas le nœud, c'est ça qui fait débat. Sur le nœud, simplement, ça vient le mettre dans le cas du registre courant. Voilà. C'est aussi bête que ça. Le nœud n'est pas du tout important pour que ce soit total. Et donc, bref, ça va être votre capacité d'analyser avec des mots grammaticaux. De pas dire, bah, il y a ce mot-là qui fait ça, puis il y a ce mot-là qui fait ça. Ça va être capable de dire, la négation, elle est syntaxique, la négation, elle est syntaxique totale, ou alors dans le cas de l'interrogation, elle est directe, indirecte, etc. Bref, si vous utilisez des éléments grammaticaux, et ensuite, capacité à construire une analyse syntaxique et à réfléchir sur des faits linguistiques. Donc, votre capacité à transformer à transformer votre phrase pour montrer que vous êtes capable de manipuler la langue. Voilà pour la question de grammaire. Et à nouveau, si c'est ça qui vous stresse le plus, eh ben dans le pire des cas, ça fait que 2 points. Et si vous faites un truc un peu bricolé, bah peut-être que vous allez récupérer 0,5 ou 1 point. On va essayer de voir ça tout à l'heure avec le barème. Et ensuite, on va passer à l'entretien. Alors l'entretien, c'est vraiment ce que vous ne pouvez pas vous permettre de rater. Ce qu'on attend de vous, dans l'ordre, une présentation synthétique de l'œuvre retenue. Donc ça, synthétique, ça veut dire que vous dites ce qui est important, mais vous commencez pas à rentrer dans le détail. Vous dites pas, ça parle de la quête de liberté qui se voit à travers le personnage, notamment à la ligne, à la page 40 quand il dit ça, et là vous lisez un passage, etc. Non. Présentation synthétique de l'œuvre, auteur, année, date, sujet. Ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, expression pertinente, justifiée et convaincante d'un choix personnel. J'ai choisi de parler de cette œuvre-là, puisque quand on me l'a présentée, ça faisait écho en moi à, j'en sais rien, si vous avez pris par exemple l'Apologie des oisifs, je trouvais ça intéressant qu'on nous propose une lecture qui remette en question le travail, parce que moi-même, je culpabilise de ne pas travailler. Donc là, ce texte-là me permettait de mettre des mots sur ces choses-là, et donc ça m'a beaucoup intéressé, etc. Faites-en, là pour le coup, c'est vraiment, vous êtes en train de vous vendre. Et pas vous vendre au sens capitaliste du terme, mais vous vendre au sens noble, à savoir, vous êtes en train de montrer que c'est vous la chose la plus intéressante dans cette orale. Jusqu'ici, on a un peu fait semblant de parler littérature, histoire de lancer la conversation, mais là, on rentre dans le vif du sujet. Ok ? Là, c'est la discussion en fin de soirée, quand vous avez plus peur de montrer qui vous êtes et que vous allez dans le fond du fond. Ok ? Ça va permettre d'entrer
véritablement dans l'échange, en tirant profit des éléments de relance pour approfondir sa propre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que votre jury, il va vous dire des choses, il va vous dire mais ça finalement, est-ce que ça fait pas penser, est-ce que ça vous fait pas penser à une autre œuvre, etc. Et là vous allez vous dire bah si ça peut me faire penser à cette œuvre-là parce que, etc. En fait, utilisez à chaque fois la question de votre jury pour approfondir votre propos. Et ça, c'est une technique aussi très simple. Si jamais vous avez un peu peur de ne pas être assez pertinent, n'hésitez pas à utiliser les questions qui vous sont posées. Ça, c'est une technique très classique. Que diriez-vous de la thématique de l'aventure dans ce roman? Et là, vous pouvez simplement dire ce que je pense de la lecture de la dimension de l'aventure dans ce roman. Voilà, bah, ça, c'est du temps de réflexion. C'est tout bête. Encore une fois sur ça, si jamais vous n'avez pas assez de temps, prenez-le. C'est pas. Alors là, encore plus dans l'entretien. Essayez de penser en termes de. Pensez en des termes humains. C'est un truc tout bête. Hein. Pensez en des termes humains. Si vous êtes face à quelqu'un et que vous lui posez une question qui est censée le surprendre un peu. Par exemple, quel est l'objet que vous associez à cette œuvre-là? Ben, c'est normal de réfléchir en fait. Répondre du tac au tac, c'est ça qui serait un peu bizarre. Au contraire, ce qu'on cherche à montrer, et là je vais aller en face, ce qu'on cherche à voir, c'est votre aptitude au dialogue, ok, votre capacité d'analyse, d'argumentation, de communication et de persuasion. Ok. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est pas d'être capable de retenir par cœur. Ce qu'on attend de vous, c'est d'être capable de parler. D'analyse et d'argumentation, de communication et de persuasion. Ok. Donc, ce qu'il faut, ce qu'on apprécie chez vous, ça va être justement votre capacité à vous dire, mais il a pensé la chose. Il a pensé à ma question et il essaye de proposer une réponse adéquate. Si vous répondez direct, potentiellement, c'est là où vous allez répondre à côté. Ok? Donc, vraiment, n'ayez pas peur de prendre du temps à la réflexion. Par contre, ne prenez pas un temps qui est long pour finir par dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est une réponse à bannir. Ok? Essayez toujours un truc. Au pire, ça va pas être une super bonne réponse, mais il vaut mieux une mauvaise réponse que du vide. Au moins une mauvaise réponse, comme vous n'êtes pas capable de bien vous analyser, dans le doute, ce sera peut-être une bonne réponse. Mais par contre, si vous dites rien, ce sera une mauvaise réponse. Donc essayez toujours. Faites du mieux que vous pouvez, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Donc, pour simplement répondre un petit peu à des questions, ne pas avoir peur de prendre un temps de réflexion, ne pas hésiter aussi à dire à l'examinateur de reformuler. Là, pareil, hein, je parle en tant qu'examinateur. Il arrive qu'on pose une question et en fait, on l'utilise avec nos mots à nous et on se rend pas compte qu'en fait, on s'adresse à des élèves et que potentiellement, on n'a pas été clair dans la question. Donc, n'hésitez pas à demander à l'examinateur de reformuler, c'est tout à fait OK. Et même, ça va vous laisser plus de temps pour réfléchir, voire bah, ça va vous permettre de dire sur cette partie-là de la question, je ne saurais pas répondre. Par contre, je peux dire que ça me fait penser à ça, etc. Ok. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour réfléchir, à demander à reformuler la question. Et effectivement, comme le dit Dirkona, de ne pas hésiter à rebondir sur les mots de la question pour quand même un peu traiter de la chose. Par exemple, si on vous dit, mais dans... admettons que vous ayez pris Roméo et Juliette. Dans Roméo et Juliette, est-ce qu'il n'y a pas cette quête de l'amour impossible qui est contrebalancée par cette histoire des deux familles, etc. Bref, vous comprenez rien à la question. Vous dites simplement cet amour impossible, il est effectivement là à cause des familles, puisqu'elles se détestent, etc. Vous allez peut-être répondre un peu à côté, mais vous allez quand même répondre quelque chose. D'accord ? Donc n'hésitez vraiment pas à aller là-dedans. Et dernière chose, et alors ça j'avais eu l'occasion de le dire potentiellement à mes élèves, vous voyez quelque chose qui est attendu, c'est la mobilisation pertinente des connaissances culturelles et artistiques, alors en lien avec le propos. En lien avec le propos, pas avec le parcours, on ne s'attend pas à ce que vous disiez absolument, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit aux réunions là, à ce que vous fassiez le lien entre, par exemple, j'en sais rien, Télémaque et Gargantua. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord ?
Et sur la mobilisation pertinente des connaissances culturelles et artistiques, il faut que vous ayez préparé à l'avance un lien avec une autre œuvre. En général, c'est l'œuvre que vous avez étudiée en classe. En général, un lien avec un film, en essayant de prendre des films qui sont plutôt, vous voyez, plutôt des classiques. J'en sais rien, mais si vous avez à parler, euh, j'en sais rien, d'aventure, préférez plutôt des films plus anciens plutôt que des films extrêmement récents. Ok? Donc, pensez aussi au fait que les films, c'est possible, mais ne parlez pas, j'en sais rien, d'Avengers à toutes les sauces ou des choses comme ça. D'accord? N'hésitez pas à faire éventuellement des rapprochements avec des chansons, mais pareil, tant que ça se justifie, c'est ok. Et moi, à titre personnel, ça me dérange pas du tout, voire j'apprécie quand ça vient de votre culture personnelle et de votre, même une culture contemporaine. Par contre, voilà, c'est pas tous les sujets, c'est pas tous les jurys, donc apprenez aussi à juger votre jury. De la même manière que quand vous êtes en lien, enfin quand vous êtes face à quelqu'un, bah, vous n'employez pas le même langage. Quand vous parlez à un adulte qui est vos parents ou à un adulte qui est un inconnu dans la rue, bah, vous parlez pas pareil. Et ben là c'est pareil. Si vous voyez que votre jury c'est un vieux monsieur avec un vieux costume, bah, vous n'allez pas lui dire la même chose que si c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une, j'en sais rien, une trentaine d'années et qui a une chemise à fleurs, quoi. Donc apprenez à juger aussi ça. Pour répondre simplement un peu aux questions du chat, pour apologie des oisifs, faut dire quoi si on le met en relation avec Ziost? Bah, c'est pas à moi de te répondre, puisque tu es censé le savoir par toi-même si tu veux le mettre en relation. Mais par exemple, tu pourrais dire que le personnage principal a l'air d'être un oisif et qu'on lui reproche son statut. Ça peut être un truc tout bête. Et qu'il a l'air d'être mis un peu en retrait par rapport à la société, alors qu'en fait, il peut être un personnage tout à fait intéressant. Euh, Oui, bah voilà, les aventures de Télémaque et Naruto, j'ai dit que c'était bien, sauf si c'était un vieux. Apprenez à juger vos vieux, après, il y a des vieux qui sont jeunes dans leur tête, hein. Si vous n'avez pas précisément compris la question, vous pouvez faire une réponse du style ce que j'en ai retenu, c'est surtout que ça m'évoque ça, etc. Oui, soyez dans le dialogue. En fait, soyez juste dans le dialogue. D'accord. Ayez vraiment en tête que vous êtes en train de parler à une personne humaine. Alors, je sais bien que vous avez l'impression que les profs ne sont pas de vraies personnes, mais vous êtes face à quelqu'un qui parle et qui est capable de rebondir sur ce que vous dites, qui va être intéressé ou non selon comment vous le dites. Et pareil, au niveau du ton, essayez de vous montrer impliqué dans le dialogue. Essayez, même si ça n'est pas le cas, de montrer que ce livre-là que vous avez lu, c'est un des livres les plus passionnants que vous avez lus. Vous êtes un peu dans une démarche, un peu une espèce de séduction. Vous êtes en train de vous dire, bah, là, si j'étais à un date, il faudrait que je sois en train de dire ça, en train de lui montrer que c'est quelque chose de très intéressant, que vraiment il devrait lire ce livre parce qu'en fait ça parle de ça. Puis moi ça m'a remis en question sur plein de choses et puis j'ai trouvé que c'était génial parce que ça a montré la vie autrement. Bref, soyez vraiment, soyez en train de jouer. Et d'ailleurs le fait de jouer, ça peut vous retirer du stress. Ça n'est pas vraiment le fond de votre personne qui va être jugé, ça va être la personne que vous allez renvoyer. Donc si vous montrez quelqu'un qui est passionné par ce qu'il est en train de raconter, eh ben, vous allez être beaucoup plus intéressé. C'est aussi bête que ça. Et aussi, alors là je le précise également parce que je ne vous ai pas toujours fait un bon portrait des jurys, il y a plein d'élèves l'année dernière qui m'ont dit qu'ils avaient passé un super bon moment au moment de l'entretien, qu'ils avaient fait rire leur jury, qu'ils avaient une discussion très fluide, etc. Si vous installez les bonnes conditions, ça va super bien se passer. Par contre, si vous dites rien, que vous passez votre temps à dire je sais pas dès qu'on vous pose une question, ça va pas faire un super dialogue. Ok? Donc vraiment gardez ça en tête. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais simplement vous montrer quelques points. Alors, si je vais commencer par ça. Euh, Hop, non, ça va pas être là, c'est le barème. Voilà. Alors, le barème. Là, c'est à titre indicatif, c'est un document qui nous a gentiment été prêté par Dircona. Donc, voilà. Alors, je précise en vous montrant ça que c'est à titre indicatif. C'est jamais aussi net et précis que ça. Alors, je sais pas déjà si vous voyez tous, si vous voyez. Ok. C'est jamais aussi net que ça, hein. Encore une fois, je parle de mémoire. On n'est pas en train de se dire ah ouais, mais alors là, c'est entre 0,5 et 1, machin, je vais mettre 0,75. Bref, sur la question de la lecture, c'est plutôt l'impression générale. Mais ce qui va être sanctionné, les erreurs
Des contresens. Par contresens, il faut entendre quoi? Vous mettez le mauvais mot à cette place-là. Hésitation dans la lecture qui nuise à l'intelligibilité du texte. Ça veut dire que vous avez tellement bégayé qu'on comprend même pas le texte. Là, vraiment, pour avoir ça, il faut être... il faut vraiment être... Enfin, dites-vous que pour être à 0,5, il faut avoir tellement mal lu le texte que le correcteur est presque en train de se demander s'il a donné le bon texte. Donc normalement, vous n'avez pas ça. Vous voyez que 1 point, le texte est lu avec quelques hésitations ou erreurs et sans effort d'interprétation. Si juste vous lisez le texte correctement, vous avez 1 point. Le texte est correctement lu, mais avec un effort d'interprétation faible qui témoigne d'erreurs sur le sens du texte. Là, vous voyez, vous avez un peu mis le ton, mais peut-être vous n'avez pas mis le ton au bon moment. Mais voilà, vous n'avez pas hyper interprété, mais vous avez quand même interprété. Mais vous avez quand même 1,5 point. Et ensuite, lecture correcte, respectueuse du sens du texte et expressive. Vous suivez la ponctuation, vous parlez bien et on sent que vous mettez la bonne émotion au bon moment, etc. Vous avez 2 points. Vous voyez que pour rater la partie de la lecture, en fait, il faut le faire exprès. Il faut que vous ayez décidé à l'avance de vous dire en fait, je vais mal lire. J'ai pas envie d'avoir ces 2 points. Si vous faites le minimum, vous voyez que vous êtes à 0,5 voire à 1. Ensuite, alors le gros du gros. Je vais pas tout lire à chaque fois, mais au moins pour ça. Pour avoir un moins de 2 points, il faut montrer une mauvaise compréhension littérale du texte. Donc là, vous découvrez le texte. Concrètement, vous le découvrez le texte parce que vous avez fait l'impasse dessus et vous lisez mal. Élément d'analyse rare, disparate et peu pertinent. Vous avez parlé d'une comparaison et d'une anaphore, mais vous ne l'avez pas analysé. Et puis, ou alors vous avez dit un sens complètement différent. Absence de précision dans la langue et conviction dans la communication. Vous êtes en train de parler dans votre barbe et puis vous êtes en train de dire qu'en fait il y a ça et puis votre phrase elle est en continu et vous êtes en train de parler mais en fait on ne sait pas quand est-ce qu'elle se finit votre phrase. Bref, là c'est moins de 2 points. Mais ça veut quand même dire que vous pouvez choper 1 ou 2 points là-dessus, hein, sur 8. Si vous faites un tout petit peu d'effort, on va être entre 2 et 4. Le sens du texte est partiellement compris. Ça veut dire que vous avez peut-être fait des contresens. Ça veut donc dire qu'un contresens, ça ne vous disqualifie pas. Ok ? Il y a un effort d'analyse, mais qui reste superficiel et qui ne s'appuie pas assez sur le texte ou les savoirs linguistiques ou littéraires. Et une production brève, c'est là qu'arrive la question du temps, moins de 4 minutes. D'accord ? Donc si vous faites moins de 4 minutes et que vous avez en gros décrit le texte, ici, on nous décrit quelqu'un qui est en train de dormir parce qu'il y a marqué qu'il dort dans le soleil. Voilà. Il y a une tentative d'explication, mais ça reste quand même faible. Et vous avez tenu que 4 minutes. Langue compréhensible mais peu précise, une posture de communication maladroite, le candidat ne se détache pas de ses notes et ne fait pas preuve de conviction. Ça veut donc bien dire que vous êtes censé être en train de parler. Donc vos notes, vous n'êtes pas en train d'écrire le maximum d'informations. Vous êtes simplement en train de mettre les informations importantes et vous regardez un peu votre feuille de notes et vous regardez ensuite votre jury. Une bonne technique qu'ont certains candidats, c'est d'écrire directement sur leur texte, certains morceaux d'analyse, etc. Comme ça, vous n'avez que le texte devant les yeux, vous pouvez regarder votre jury. Je vous en supplie, regardez votre jury. Alors, donc, ce qui répond du coup à Mathis, quand on fait l'analyse linéaire, on est censé regarder dans les yeux notre jury. Vous n'êtes pas censé le regarder tout le temps, mais juste relever les yeux. Vous êtes en train de dire quelque chose. On voit à la ligne 15 qu'il y a une anaphore. Ici, cette anaphore montre que vous relevez un peu. En tout cas, je vais vous dire là pareil, parce qu'il y a la règle et puis il y a l'esprit de la règle. Moi, la manière que j'avais de noter, c'est si je voyais que l'élève il faisait un effort pour regarder. Parce que vous avez vraiment des candidats, ils passent leur temps à regarder leur texte tout du long et ils ne nous ont pas adressé un seul regard. Donc, essayez au moins de faire l'effort. Vous voyez, vous dites, ah bah là, ce passage-là, je suis un peu plus à l'aise, je lève les yeux pour le regarder dans les yeux. Voilà, mais faites l'effort, et juste si on voit qu'il y a l'effort, vous voyez que c'est là où on rentre dans la question de la conviction. Ne faites pas preuve de conviction, donc vous êtes en train de faire ça. Si le jury reste sur sa feuille et que le jury ne vous regarde pas, bon bah c'est tant mieux pour vous. Mais potentiellement, si vous regardez, si vous relevez pas les yeux, vous pouvez pas savoir quand est-ce que votre jury vous regarde. Mais en tout cas, on le sent, on le perçoit quand vous êtes en train de vous détacher de vos notes.
Aussi parce que quand vous détachez de vos notes, pardon, vous parlez plus clairement. Parce que quand on est comme ça sur le texte, la voix, elle porte beaucoup moins que quand on est comme ça à regarder devant soi. Donc ça aussi, ça va jouer. Donc, même si vous faites mal ces choses-là, mais qu'on voit que vous avez fait l'effort, et ben ça, vous avez entre 2 et 4. Ça veut dire que potentiellement, en faisant un truc moyen, vous arrivez à 4. Et que si vous avez fait un truc moyen avant, vous êtes déjà à 5. Ok? Donc déjà, vous voyez qu'il n'y a rien de catastrophique. Ensuite, on va arriver entre 4 et 6 si le sens du texte est compris sans contresens majeur. À nouveau, là, ça veut dire qu'on vous laisse encore la possibilité d'avoir un contresens. Vous pouvez faire des petits contresens. Vous pouvez vous tromper. Ça veut dire que si vous vous trompez, vous pouvez être encore entre 4 et 6. L'analyse ponctuée de quelques approximations ou erreurs, là aussi on vous laisse avoir des erreurs. L'analyse prend appui ponctuellement sur le texte et des savoirs linguistiques et littéraires. Vous citez des procédés littéraires, des figures de style, et vous êtes capable de les mettre en lien avec une interprétation. Et on se retrouve avec une analyse qui met en lien le fond et la forme, etc. Langue globalement correcte, malgré quelques maladresses. Là encore, vous avez le droit de vous planter. Le candidat a des difficultés à se détacher de ses notes, même s'il fait preuve de conviction, ou se détache de ses notes, mais ne fait pas preuve de conviction. Donc là, vous voyez, cet effort-là, il est souligné et il est apprécié. Ok. Et enfin, 6 et 8 points, et vous allez voir que c'est complètement accessible, on ne vous demande pas d'être des génies, le sens du texte est compris, l'analyse est acceptable. Je précise bien ça, l'analyse est acceptable, on ne vous demande pas de faire un truc génial. Ok ? L'analyse prend appui systématiquement sur le texte et sur des savoirs linguistiques et littéraires. Autrement dit, tout ce que vous êtes en train de dire est justifié. Et jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes en train de dire quelque chose. Bah là, ici, on voit une polyptote qui montre ça. Bon, bah non. Vous justifiez tout ce que vous dites. Ok ? Langue correcte et précise, le candidat se détache de ses notes et adopte une posture de communication. Alors, ça veut dire quoi, posture de communication? On va peut-être revenir sur cette question-là de manière générale. Soit vous avez le contrôle de vos mains, et dans ces cas-là, vous pouvez vous permettre de parler un peu plus avec les mains, en train de dire à cet endroit-là, on voit ça, puis on voit ça, puis on voit ça, etc. Ok. Soit vous êtes en contrôle nul de votre corps, et dans ces cas-là, vous fermez les mains, genre vous croisez les mains comme ça, ou alors vous les posez sur la table. Ok. Mais il faut pas du tout que vous soyez en train de tripoter les choses. Autre chose, alors je pense que vous n'allez pas être tenté le jour J, mais ne vous ramenez pas avec des vestes qui font du bruit ou des choses comme ça. Mettez des vêtements qui font pas de bruit. Ça peut paraître tout bête, mais si dès que vous bougez, ça fait un bruit terrible, ce sera pas agréable. Vous essayez de vous tenir droit, avec la voix qui porte. Vous essayez de regarder votre jury. Bref, vous essayez de vous comporter genre en être humain qui passe une espèce d'entretien d'embauche, quoi. C'est un peu ça. Donc si elle ne nous regarde pas, on essaie de regarder. Oui, vous essayez toujours de regarder. Ok. Et donc si vous faites ça, vous voyez que si vous faites un truc qui est ok, mais qui n'est pas génial, vous êtes entre 6 et 8 points. Soit le maximum de points. D'accord? Et sur la question de grammaire, vous voyez, 0,5, le candidat n'a pas compris la question posée, n'arrive pas à analyser son erreur ou à proposer une analyse malgré la relance de son examinateur. Votre examinateur peut vous proposer de vous relancer si jamais vous dites rien. D'accord? Il a le droit de faire ça. Ensuite, un point, le candidat propose une réponse incomplète et un début de raisonnement grammatical avec des erreurs dans le lexique employé et dans ses procédures. Là, pareil, vous voyez bien qu'on n'attend pas de vous, pour avoir la moitié des points, que vous soyez génial. Là, vous avez essayé et vous êtes trompé, bah vous avez un point. 1,5 réponse incomplète et 2 points réponse satisfaisante, etc. Je passe assez vite sur la question de l'entretien, puisque ça, pour le coup, je vous en ai déjà parlé et c'est assez proche de ce qui est mis là. Ok. Donc, vous voyez que là, avec ce barème-là, on a déjà pas mal d'informations. Je vais simplement revenir à ces choses-là, puisque là, on a donc bien vu ce qu'il fallait mettre en avant. Par relance, vous parlez d'un indice? Non, en gros, dans la question de grammaire, éventuellement, peut-être qu'il va dire quelque chose comme « vous n'avez rien à dire sur la négation » ou alors « quel mot pourrait exprimer la négation », etc. Éventuellement, ça peut être quelque chose de ce genre-là. Dans tous les cas, sur la question de la grammaire,
pour le coup, je vous invite vraiment à aller voir. Alors attendez. À aller voir justement sur la chaîne YouTube de d'Ircona. Alors, chaîne YouTube, j'ai l'impression plutôt sur Instagram. Peut-être que Clément, tu pourrais nous dire. J'ai l'impression que c'était plus sur Instagram ou alors c'est les shorts. Sur la question de la grammaire que tu avais pu en faire. Euh, donc, pour les ressources grammaticales, oui, voilà, vous avez sur Twitter, YouTube et Instagram. Et j'ai l'impression que sur Instagram, tu avais fait des posts peut-être sur la question de grammaire. Donc, maintenant qu'on a dit ça, oui, ok, sur les trois. Donc, allez vérifier ça. Et il y a aussi, il a fait aussi plein de récapitulatifs. Si tu peux mettre tes liens dans le chat, ça pourra servir. Voilà pour ça. Donc, je reviens rapidement sur ces questions-là. Alors, ça va être sur la question de la trousse de secours. Donc, pour gérer le stress avant. Donc là, on est typiquement dans la période où il y a du stress avant. Si vous n'avez rien fait de chez rien fait, bon bah déjà, vous auriez mieux fait de faire un truc, mais bon, bref. Si vous avez vraiment rien fait, ne pourrissez pas votre sommeil. Ok? Admettons que vous passez à 9h jeudi, enfin à 9h, oui, à 9h jeudi, vous vous couchez tôt. Dans tous les cas, vous vous couchez tôt. Il vaut mieux arriver avec un cerveau disponible plutôt qu'un cerveau qui va être fatigué et qui de toute façon n'aura pas retenu ce que vous avez voulu lui faire rentrer la veille. Si vous n'avez pas travaillé, eh ben, au moins vous allez essayer d'être frais et d'être efficace. Ok? Mais dans tous les cas, vous n'allez pas être capable de ressortir des choses que vous n'aurez de toute façon pas retenues. Donc on arrête de se coucher tard, donc vous vous couchez tôt, vous faites votre sac la veille, vous vérifiez que vous avez bien votre convocation, votre pièce d'identité, votre descriptif. Ok? Éventuellement, pas éventuellement, même très certainement une bouteille d'eau. Alors s'il fait vraiment trop chaud, on vous en proposera, mais voilà, prenez de quoi boire. Prenez de quoi écrire, vos crayons, vos stabilos, etc. Et voilà pour ça. Ensuite, pour des questions un peu plus philosophiques presque, sur la question de pourquoi vous êtes stressé. Vous êtes peut-être stressé parce que vous avez l'impression que c'est toute votre vie que cet oral-là, que vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Dans ces cas-là, dites-vous simplement, ça n'est pas un bac qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est une des épreuves du bac, ok, qui est très grand. Alors oui, ça apparaît sur votre dossier un peu plus rapidement, mais c'est une note avec, enfin parmi d'autres notes, parmi votre contrôle continu, parmi vos appréciations, etc. Encore une fois, hein, pour la question du français, j'ai une élève qui a eu 10 à l'écrit et 14 à l'oral, donc qui sont des bonnes notes, mais qui ne sont pas des notes extrêmes, et qui a été prise, qui vient de Techno, qui a été prise en lettres modernes à la Sorbonne. Donc vous voyez que c'est pas du tout un truc qui arrête d'avoir une note qu'on n'estime pas être dingue à l'oral de français. Ok. Et pour la question plus précisément de l'oral, c'est pas grave de se louper. Ça arrive de se louper. C'est pas grave si vous vous trompez. Dans le pire des cas, dites-vous, c'est coef 5. Ok? Votre contrôle continu, il va compter pour plus dans vos spécialités. Et vos spécialités l'année prochaine, elles vont être coef 16. Donc, j'en sais rien. Si vous tapez un vieux 8 à l'oral, ce qui arrive vraiment rarement, mais ce qui peut arriver, et que derrière ça, vous arrivez à choper un 15 en spécialité ou un 14 ou même un 12, mais c'est plus que largement rattrapé. Donc, si jamais vous vous plantez, bah, c'est pas grave. Donc, si ça peut vous permettre d'atténuer le stress à l'avance, considérez simplement que c'est pas si important que ça. Ok? C'est important parce que ça va être votre premier contact avec l'oral et que effectivement pour le grand oral ça va vous servir par derrière, etc. Mais par contre, c'est pas si grave de rater son bac de français. Ça arrive, c'est une épreuve en fait, ça ne dit rien de toutes vos capacités de l'année. C'est un moment, vous avez pu paniquer, bah, si vous paniquez, c'est pas grave. Donc essayez de vous dire à l'avance, de vous dire, si jamais je suis trop stressé et que dans le pire des cas je rate, eh ben ce sera pas trop grave de rater. C'est pas la fin du monde, contrairement à ce que le titre de mon live dit. Ça c'est pour ça, et pour gérer le stress pendant. Alors,
pour gérer le stress pendant votre oral, le meilleur moyen de conjurer le stress, c'est du subjectif. C'est-à-dire, c'est votre cerveau qui vous dit là, il faut être en panique. Ok. Pour conjurer le côté, on va dire, subjectif de ça, ayez des choses objectives. D'accord. Pour avoir des choses objectives, il faut que vous ayez genre votre brouillon qui est bien structuré, c'est-à-dire que vous avez votre introduction, vous avez votre développement, votre conclusion, vous savez où vous allez à tel moment, et surtout le temps. Vous avez une montre non connectée ou un chronomètre, ok, et ça va vous permettre de vous dire, ok, je vais de la question, enfin de la minute 1 à la minute 3, c'est mon introduction, enfin c'est le début de mon introduction. Après, je vous mettez en énorme lecture expressive. Vous continuez avec votre problématique et votre annonce de plan, et l'annonce des mouvements, pardon. Bref, et vous timez. Sur votre brouillon, il y a marqué à tel moment être à 5 minutes. Et si vous dépassez, et ben comme ça, vous savez qu'il faut enlever certains trucs. Mais ça vous évitera, par exemple, de vous retrouver à la fin de votre premier mouvement à 9 minutes et que vous n'avez pas le temps de finir. D'accord? Donc vous timez, vous mettez des éléments en valeur dans votre brouillon et surtout vous regardez votre montre. Si au bout de 25 minutes, vous en êtes toujours à votre introduction, ça va être catastrophique. Alors que si vous avez regardé votre montre et que vous voyez que ça fait 10 minutes que vous êtes sur votre intro, vous dites, bah là, il faut que je passe à autre chose. Ok. Donc c'est ça qu'il va vraiment falloir, il va vraiment falloir faire attention à ça pour ne pas stresser pendant et toujours vous rappeler que ça n'est pas si grave et que tout ce qu'on vous demande, c'est en 30 minutes d'être capable de produire une analyse correcte, pertinente, mais pas géniale, d'un texte que vous avez déjà analysé. L'intro, si elle est courte, est-ce que c'est grave? 3 minutes sans la lecture. 3 minutes sans la lecture, ça me paraît être plus que normal, parce que ça veut dire qu'avec la lecture, tu arrives à 5 minutes et qu'il te reste une dizaine de minutes, qu'il serait, pardon, 5 minutes pour commenter le texte. Donc non, 3 minutes, c'est bien, c'est dans les canons. Voilà à peu près pour ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà 1 heure et quelques qu'on est en live. Si jamais vous avez des questions, des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Surtout, reposez-vous et ne révisez pas trop. Consultez simplement des fiches. Remettez-vous dans le bain. Voyez si vous passez par exemple la semaine prochaine, vous faites des petites analyses, vous essayez de vous appeler entre vous, de vous faire des trucs, mais pas trop. Ok, l'idée c'est d'être frais. Là déjà rien qu'avec la chaleur, je pense qu'il y en a 2-3 qui sont en train de cuire. Donc faites attention à ça. Et voilà. Et surtout, alors Reda, tu fais bien de me dire ça. Un truc qui arrive systématiquement, c'est que quand vous êtes stressé, vous parlez plus vite. Et comme vous n'avez pas beaucoup de temps en vrai pour votre oral, vous avez tendance à toujours parler trop vite. Votre examinateur est un être humain qui peut être parfois, qui peut avoir trop chaud, qui peut être un peu fatigué, etc. Et donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à parler simplement et à parler lentement. Ok ? Vous êtes vraiment dans une discussion. Donc, si vous parlez, en fait, c'est un truc tout bête, mais si vous êtes en train de vous souvenir de votre analyse ou que vous lisez votre brouillon sans faire attention à votre jury, ben là, vous allez lire le plus vite possible. Mais ça intéresse personne que vous lisiez le plus vite possible. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez capable d'expliquer. Il faut que vous soyez dans une démarche presque de professeur. Ok ? Donc, il faut vraiment baisser le rythme et accepter de passer du temps sur le texte. D'accord ? Vous êtes en plein milieu de votre analyse et vous vous retrouvez à dire au milieu, ici on voit une comparaison entre la nature et le dormeur. Point. En effet, on découvre que la nature paraît être très vivante, comme on le voit avec la vitesse de la rivière, tandis que lui semble extrêmement calme et ne bouge pas. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, il n'y a pas besoin de parler hyper vite. Posez-vous, soyez vraiment dans une discussion, en fait. Et ça veut dire un truc tout bête derrière, c'est que vous accueillez votre correcteur, non pas comme un examinateur, mais comme une personne à qui vous allez partager une réflexion sur le texte. En fait, vous faites un RP littéraire.
C'est vraiment ça. Vous dites, je suis dans un jeu là où il faut que je parle d'un texte que j'ai lu, et donc il faut que j'en parle avec euh, détermination, avec conviction. C'est un livre qui me semble génial, c'est un texte qui me paraît incroyable. Donc je vais en parler, et puis je vais parler doucement pour être capable de bien l'expliquer. Euh, les, euh, les bonnes histoires, si vous essayez de réfléchir aux bonnes histoires que vous avez pu raconter ou entendre, c'est toujours des histoires qui prennent le temps, qui installent un cadre, qui sont incarnées. Si vous avez envie de raconter quelque chose d'incroyable à quelqu'un, vous le regardez dans les yeux. Ok? Donc, dites-vous que vous allez raconter, que ce soit dans votre analyse littéraire ou dans votre entretien, vous allez raconter une histoire. Dans l'explication linéaire, vous allez raconter une histoire sur un texte. Vous allez raconter comment l'analyse d'un texte peut montrer que ce texte, il est génial. Et dans l'entretien, vous allez raconter une histoire qui est la vôtre. Vous allez raconter votre histoire. Ok? Ça s'appelle pas du RP, ça s'appelle mentir. Un roleplay, c'est précisément mentir. Ou alors, tu considères que les comédiens disent la vérité, et là, il y a un sérieux problème de distinction de la fiction et du réel. Mais oui, vous êtes dans un RP. Si vous avez adoré le livre, bah vous n'êtes peut-être pas RP au moment de l'entretien, mais je me doute qu'il y en a pas mal en explication linéaire qui voudraient faire autre chose que d'être en train de faire une explication linéaire sous 30 degrés dans un obscur lycée un 29 juin. Donc, vraiment, soyez dans une démarche où vous êtes en train de faire croire que vous n'avez aucune autre envie, c'est d'être là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Ok? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce qu'on va mettre fin à ce live de la fin du monde? S'il y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, etc., dites-le moi au pire sur Instagram. Mes DM sont ouverts pour ça. Donc, n'hésitez pas à... voilà. Si je devais simplement résumer, parlez lentement, regardez votre jury dans les yeux, essayez d'être en conversation avec lui, et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que vous, d'accord? Essayez de faire le meilleur avec ce que vous avez, mais n'utilisez pas les mots de quelqu'un d'autre. Utilisez toujours vos propres mots. Faites en sorte que le jury passe un bon moment, tout simplement. Et à partir de là, bah, après, vous verrez. Et si jamais vous ratez, c'est pas si grave. Voilà. Donc, voilà. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, hydratez-vous, buvez un maximum d'eau, et puis on se retrouve sur Instagram. Ou n'hésitez pas à me dire comment se sont passés vos lives, pardon, vos oraux. Voilà, j'aurai grand plaisir à les regarder. Voilà pour ça. Eh bien, sur ce, au revoir et merci beaucoup de l'avoir suivi. Salut et bon courage.